Merci infiniment et merci d'être là pour cette 5e et dernière conférence de la chaire que j'ai intitulée « Faire dialoguer les cultures ». Faire dialoguer les cultures, vraiment. N'est-il pas dans leur nature, justement, de se développer selon des logiques et en des langues différentes? C'est la question que l'on pourrait poser à cette notion d'un dialogue des cultures. Et c'était là, on le sait également, la philosophie du développement séparé. Développement séparé, si je traduis en afrikaans, ça donne apartheid. C'était en effet la doctrine même de l'apartheid, la philosophie de l'apartheid, qui, avant toute affirmation d'inégalité, estimait simplement que les cultures étaient à protéger, à préserver, et donc à préserver les unes des autres. C'était le fondement même de l'idée d'apartheid. Aujourd'hui, nous ne parlons plus la langue de l'apartheid, fort heureusement, mais il n'est pas sûr qu'avec les identitarismes qui fragmentent notre monde aujourd'hui, nous ayons véritablement perdu cette philosophie d'un développement séparé des cultures. Alors, l'art peut peut-être apporter une réponse à la question de cette séparation des cultures et de leur développement selon des lignes séparées. L'historien de l'art, David Carrier, justement, s'est posé cette question. Voici ce que dit cet historien David Carrier dans son livre Museum Skepticism, A History of the Display of Arts in Public Galleries. Certains philosophes analytiques soutiennent que des visions du monde qui s'opposeraient, qui seraient effectivement incommensurables, ne sauraient ultimement se concevoir. La traduction est toujours possible et donc, si différentes que soient deux langues, leurs manières de penser sont mutuellement traduisibles. Et il conclut, cette position peut s'appliquer à l'art. À la suite de ce passage, David Carrier raconte l'expérience de l'un des plus grands spécialistes de l'art chinois, James Cahill, collectionneur et historien de l'art américain, de l'art, et il est américain, qui, après avoir visité une exposition de peintures européennes, est entré dans des galeries de peintures chinoises. Et il a alors été choqué, c'est le mot employé par Carrier, de voir à quel point ces dernières, ces peintures chinoises, lui apparaissaient, je cite, petites, plates et difficiles à pénétrer. Donc vous voyez ici ce passage, il ne s'agit pas évidemment du musée dont parle Carrier, mais du Metropolitan Museum of Art à New York, les galeries de peinture chinoises que l'on voit à gauche et de peinture européenne que l'on voit à droite. Et donc le passage serait de la droite vers la gauche, de ce qui est opulent à ce qui lui paraît alors plat et difficile à pénétrer. Même, dit Carrier, citant Cahill lui-même, pour quelqu'un comme lui, qui connaissait ses peintures parfaitement. Et il ajoute également qu'un artiste chinois connu et connaisseur a fait l'expérience en sens inverse durant une visite de la National Gallery à Washington, de passer donc de peintures chinoises à des peintures européennes et à trouver que ces peintures ne lui parlaient pas après qu'il ait passé des peintures chinoises, qu'il ait vu les peintures chinoises d'abord. Et l'auteur Carrier poursuit en disant que si ce qui a d'abord été une incompréhension au départ peut ensuite devenir un regard plus catholique, je le cite, sur des styles artistiques alternatifs,
alors il y a toutes les raisons d'être optimiste pour ce qui concerne un développement de l'art muséal qui rendra possible l'entrée de l'art asiatique dans cette institution créée par et pour l'art d'Europe et à égalité avec lui. Évidemment, vous aurez remarqué que lorsqu'il parle d'un regard catholique, catholique a ici le sens étymologique d'universel. Plus loin, Carrier écrit que cette volonté d'embrasser d'un regard catholique des styles artistiques alternatifs fera que l'art africain sera traité comme une influence sur le modernisme européen du début du XXe siècle, tandis que les tapis islamiques, c'est lui qui parle, il islamise les tapis islamiques, ne seraient plus des motifs orientaux décoratifs dans les peintures européennes, mais seraient accrochés comme les œuvres à part entière qu'ils sont à côté de celles-ci. Vous voyez ici à droite ces tapis qui en effet sont accrochés comme des peintures. Et là sur la gauche c'est intéressant parce que ceci se passe au Museum of Modern Art à New York, le MoMA, et c'est une image de l'exposition Primitivism in 20th Century Art, le primitivisme dans l'art du XXe siècle, Affinity of the Tribal and the Modern. Alors, ce titre lui-même a été par la suite beaucoup discuté, mais cette exposition a eu une importance considérable parce qu'en effet, c'était une exposition construite sur le principe même d'un rapprochement entre Picasso, l'art moderne, et les arts africains dont on sait quelle influence, on va utiliser ce mot d'influence encore qu'il soit imprécis, influence ils ont exercé sur lui. En réalité, ce qui a fait le caractère fondateur de cette exposition, c'est le fait qu'il ait eu lieu au MoMA. Mais si on y réfléchit, au Sénégal, Senghor avait déjà eu l'idée de ce rapprochement entre Picasso et les arts africains, parce que ceci avait toujours été son idée, et comme il était également ami de Picasso, il avait pu organiser une exposition comme celle-là, qui a d'ailleurs fêté son 20e anniversaire récemment, c'est-à-dire donc que cette exposition avait eu lieu et avait eu l'importance que l'on reconnaît à cette exposition du MoMA. Carrier est donc optimiste. Il dit que l'avenir des musées est radieux, comme on disait quand on croyait en des lendemains qui chantent. Eh bien, je reviendrai sur les raisons qu'il a d'être optimiste. Avant cela, je voudrais développer la remarque rapide qu'il fait, en passant, concernant le modèle d'un universel de traduction dont il dit qu'il peut s'appliquer à l'art. Ce qu'il nous dit ici, c'est que la traduction est toujours possible, que les visions du monde que portent les langues ne sont pas des visions du monde incommensurables, et que la philosophie analytique nous enseigne qu'il en est bien ainsi. Il précise dans une note de bas de page que le philosophe analytique auquel il fait allusion, c'est le logicien Willard van Orman Quine, et qu'il a à l'esprit plus précisément la célèbre expérience de pensée que cet auteur, que Quine, a présentée comme étant celle d'une traduction radicale. Une traduction radicale est celle qui s'effectue entre deux langues qui n'ont absolument rien en commun, sont donc a priori totalement incommensurables et impénétrables l'une pour l'autre. Quine se donne ainsi l'hypothèse d'un ethnolinguiste confronté à la tâche de comprendre et de se faire comprendre d'un peuple dont la langue qu'il appelle jungle n'a aucune commune mesure avec quoi que ce soit qui lui soit familier. Alors, je m'arrête ici un instant pour traduire et transposer ce que je viens de dire, la situation que je viens de présenter de cet ethnolinguiste,
pour transposer cela dans les termes qui ont fait dire à Carrier que le propos philosophique pouvait s'appliquer à l'art. La situation de départ est celle de la jungle des arts lointains face au jardin à la française d'un musée disposé selon l'universalisme d'un parcours Mésopotamie-Égypte et qui conduirait tout naturellement à la Grèce, Rome, Europe. Il faut donc les tenir séparés, car jungle et jardin à la française ne parlent pas la même langue et ne parlent pas cette même langue au même public. Vous vous souvenez que c'était le propos du président Rosenberg quand il s'est opposé à l'arrivée des arts lointains au pavillon des sessions, lorsqu'il avait indiqué que ces arts ne parlaient pas le même langage au public du Louvre et parlaient un langage autre au public du musée du Quai Branly. L'ethnolinguiste de Quine voit bien la différence radicale. En effet, les deux langues n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Mais il ne croit pas en leur incommensurabilité. Autrement dit, et pour exprimer cela de manière positive, il croit en la traduction comme l'art de construire des ponts entre les langues et donc entre les cultures. À cette construction, l'ethnolinguiste s'attelle avec patience. Je ne m'attarderai pas ici sur le détail de la construction, de la manière dont progressivement il va apprendre à communiquer avec son interlocuteur junglophone, si vous me permettez de m'amuser avec les mots, dans la langue jungle. Il suffira de résumer la démarche en disant que l'ethnolinguiste commence par noter soigneusement les réactions verbales de son interlocuteur junglophone aux différentes situations qui viennent à se produire. Parce que la situation est celle-ci. Il n'y a aucune commune mesure quand il s'agit de langue. Par conséquent, tout ce qu'il a à sa disposition pour comprendre jungle et pour comprendre un interlocuteur parlant jungle, c'est le comportement de ce dernier et le fait qu'ils vivent dans le même monde, c'est-à-dire qu'ils voient les mêmes situations. Et donc, Quine, qui est un behavioriste, c'est-à-dire il croit en la signification naissante du comportement. Donc, il part du comportement, va simplement déchiffrer, l'ethnolinguiste qu'il nous présente va simplement déchiffrer le comportement, et en particulier le comportement verbal de l'indigène. On notera que ceci est une expérience de pensée, bien entendu, construite, un modèle construit pour les besoins de la démonstration philosophique. Et par conséquent, on n'a pas la situation réelle qui voudrait que l'indigène comprenne que l'autre ne le comprend pas et essaye de l'aider à le comprendre. Toute l'initiative de la compréhension, puisque la visée de Quine, c'est de s'interroger sur le sens, justement, la signification, toute l'initiative va venir de l'ethnolinguiste qui est le sujet supposé savoir dans ce cas-ci. Alors, il déchiffre les phrases ou les mots que son interlocuteur va prononcer étant donné telle ou telle situation, et il a bien conscience que les réponses que l'indigène donne aux stimuli qui viennent à se présenter peuvent avoir différentes significations et qu'il lui faut donc procéder par essai et erreur. Il y a l'exemple célèbre, aussi célèbre en philosophie analytique que je pense donc que je suis en philosophie cartésienne, qui est Gavagai. L'interlocuteur, le linguiste est avec son interlocuteur et brutalement il y a un lapin qui traverse et l'indigène dit Gavagai. Eh bien, Gavagai, ça peut signifier 1000 choses. Ça peut signifier lapin, ça peut signifier je sais ce qu'on va avoir au dîner ce soir, ça peut signifier est-ce que ton fusil est à portée de main, bref, beaucoup de significations peuvent correspondre à ce comportement verbal de l'indigène, étant donné le stimulus du lapin qui traverse la prairie. Et
quand il réussit à déterminer la manière dont on dit, quand l'ethnolinguiste réussit à déterminer la manière dont on dit oui et non en jungle, alors il a les moyens de tester les différentes hypothèses qu'il peut avancer et de préciser ce que signifie Gavagai plus exactement, et ainsi de suite. Par parenthèse, il ne se confiera pas au langage du corps, au body language, comme on dit, parce que le body language peut ne pas être universel, et n'est même pas universel, contrairement à ce que l'on pourrait croire. L'assentiment et la dénégation, gestes que je viens de faire, ne sont pas tout à fait universels. J'ai un ami iranien, grâce à lui, j'avais su que ce geste-là pouvait signifier non chez les Iraniens, chez les Persans. Au bout du compte, notre ethnolinguiste arrive à établir un lexique de la langue jungle et à échanger avec les locuteurs de cette langue en construisant un appareillage logique à partir de oui et non. Deux remarques ici et une question. La première remarque, encore une fois, c'est que si l'ethnolinguiste ne peut rien présupposer, étant donné le caractère radicalement différent des langues, il suppose quand même une chose, c'est que nous avons tous la même logique, que l'ethnolinguiste et son interlocuteur indigène ont la même logique, que si les langues portent des visions du monde différentes, il s'agit du même monde, où une chose ne peut pas être elle-même et son contraire en même temps et sous le même rapport, principe de contradiction. Il faut préciser cela contre une certaine ethnologie qui a été celle de Lévi-Bruhl, mais il faut toujours dire à ce moment-là le premier Lévi-Bruhl, qui avait en effet parlé de mentalité primitive et de prélogisme. L'idée que les primitifs avaient non seulement une mentalité autre que la nôtre, que la leur, que celle des Européens, mais qu'ils avaient en plus une logique tout à fait autre ou pas de logique du tout. Ce qui leur tenait lieu, par exemple, de principe logique, c'était un principe de participation qui les rendait indifférents au principe de contradiction précisément. J'ai dit le premier Lévi-Bruhl parce qu'il faut toujours préciser qu'il a changé de position et que souvent on ne lui rend pas justice en faisant le penseur seulement de la mentalité primitive et du prélogisme, en oubliant que pendant la guerre, il a changé d'avis, que ces nouvelles positions, il les a exprimées dans des écrits posthumes. Et comme a dit de lui d'ailleurs joliment le philosophe Emmanuel Lévinas, il ne s'agissait plus pour lui, au fond, de distinguer deux formes d'âme humaine différentes, mais de faire simplement la différence entre deux profondeurs de la même âme partagée par tous les humains. Mais Quine, justement, répondait à cette ethnologie de la différence, cette ethnologie de la différence radicale entre nous et eux, lorsqu'il a dit qu'un ethnologue, un anthropologue, qui prétendrait avoir vu un peuple qui affirme à la fois paix et non-paix, une chose et son contraire, est simplement un mauvais traducteur. A priori, on peut dire que c'est impossible, qu'il est impossible de trouver un peuple qui n'ait pas le principe de contradiction au fondement de ces démarches, de toutes ces démarches cognitives. On ne peut pas imaginer, par exemple, que la traduction de la langue jungle soit impossible parce que les locuteurs de jungle donneraient des significations différentes aux mêmes mots, ne respectant pas le principe d'identité. Par exemple, une langue où, du lundi au mardi, un mot signifierait autre chose et puis retrouverait son sens du lundi, le mercredi, etc. On peut imaginer toutes sortes de variations plus amusantes les unes que les autres. Cela, nous dit le logicien, est impossible. Pourquoi est-ce que ce serait impossible? Parce qu'après tout,
si on veut absolument établir une différence radicale, pourquoi ne pas aller aussi loin que le premier Lévi-Bruhl et estimer qu'en effet, les deux interlocuteurs ne partagent pas la même logique? Parce que, nous répond Quine, ceci irait contre un principe qu'il appelle, à la suite de Davidson, un principe de charité. Le principe de charité dit simplement qu'il faut toujours supposer que mon interlocuteur est rationnel. En gros, il faut attribuer toute la rationalité possible aux énoncés de son interlocuteur, partir du principe qu'il ne dit pas n'importe quoi. Ce principe de charité, ou ce principe d'interprétation, parce que le principe de charité peut sembler un peu condescendant, on fait la charité à l'autre de supposer qu'il est logique, qu'il pense selon les grands principes de la logique. Le principe d'interprétation ainsi défini est une décision éthique. Il n'y a rien dans la situation décrite par cette expérience de pensée qui indiquerait, qui donnerait la preuve que l'autre, en effet, partage la même logique que moi. C'est donc un principe d'interprétation et non pas une conséquence qui nous est donnée par la déduction ou par l'interprétation. Et c'est la raison pour laquelle ce principe peut être dit éthique. C'est un principe d'humanité partagée, et cela contre le relativisme absolu et contre l'idée d'incommensurabilité. Il y a là l'affirmation d'un premier universel, et cet universel, c'est l'humanité elle-même. Et c'est cet universel qui est le principe de la traduisibilité ou de la traductibilité. La deuxième remarque concerne une des conséquences, une des conclusions que Quine tire de cette expérience de pensée de la traduction radicale. La conséquence en question, c'est ce qu'il appelle l'indétermination de la traduction. L'indétermination de la traduction signifie qu'on peut parfaitement imaginer qu'un autre ethnolinguiste qui viendrait lui aussi rendre visite au peuple parlant jungle pourrait établir un lexique différent du lexique établi par le premier ethnolinguiste. Mais ce lexique-là aussi passerait le même test, le même examen de la communication, de l'établissement de la communication avec le peuple parlant jungle ou cet interlocuteur privilégié. Pourquoi est-ce que c'est important et comment traduire cette notion d'indétermination de la traduction ici? Il s'agit de dire que la traduction n'est pas phagocytose. L'ethnolinguiste ne ramène pas à soi la différence de la langue jungle. Traduisons cela, en termes de musée, dans le langage muséal, mettre ensemble des œuvres venant de cultures différentes, ce n'est pas faire violence à ces œuvres, ce n'est pas une phagocytose. Aujourd'hui, dans la philosophie de la traduction, dans les études de traduction, les translation studies, comme on les appelle dans la nomenclature académique, on a, avec le tournant dit postcolonial, cette idée que la traduction est toujours violence. Si vous regardez beaucoup d'ouvrages dits postcoloniaux ou décoloniaux, on y dénonce la traduction systématiquement comme étant une violence. La traduction que cet ethnolinguiste ferait de la langue de jungle, ce serait le symbole même de l'acte colonial qui consiste à ramener l'autre à soi, à le traduire et à le traduire pour les besoins de sa propre culture. On traduit les autres, l'Europe envoie ses anthropologues et ses ethnolinguistes dans le reste du monde et traduit le reste du monde dans sa propre langue pour sa propre consommation. C'est un thème courant, la violence de la traduction, le caractère, la colonialité de la traduction, l'impérialisme de la traduction est un thème courant. Évidemment, il y a des raisons à cela, et en effet,
il y a un caractère impérial, colonial, qui est lié à la traduction. Mais ne jamais oublier l'éthique de la traduction. Ne jamais oublier précisément ce moment où Quine se rend compte qu'au principe de la traduction, au principe de la démarche logique de construction des connecteurs, le connecteur unaire de négation, oui ou non, et les connecteurs binaires, ou, et, etc., qui vont lui permettre progressivement de construire un lexique lui permettant de communiquer avec Jungle, au principe de tout cela, il y a l'affirmation éthique que la traduction, au bout du compte, repose sur une humanité partagée et que la première conséquence, la première conclusion à tirer de la traduction, c'est, comme on dit dans le livre de la jungle, comme Mowgli n'arrête pas de dire dans le livre de la jungle, nous sommes du même sang, toi et moi. Alors, il ne s'agit pas ici de phagocytose. Vouloir faire dialoguer les cultures, s'il s'agissait de cette violence-là, serait non seulement naïveté, mais également consentement à la violence. On considérerait que l'ethnolinguiste réduit Jungle à soi, comme les artistes et le musée ramènent à soi les arts lointains. Or, est-ce le cas? Il y a dans le discours postcolonial, dans le discours décolonial, que j'entends, qu'on peut entendre aujourd'hui à propos du primitivisme, pour revenir à l'exposition du MoMA, il y a ce refus que les arts lointains ne tiennent leur valeur que du dialogue avec les avant-gardes européens. Lorsqu'on parle de l'influence justement que ces arts ont exercée sur l'œuvre de Picasso, une manière de regarder cela est de dire oui, mais est-ce que ça veut dire que la statue dédiée au dieu Gu n'aurait de valeur que parce que Apollinaire a posé sur lui le regard qu'il a posé et que Picasso l'a dessiné et en a dit le grand bien qu'il en pensait. Eh bien, justement, ce que dit Picasso lui-même du dialogue qui a été le sien avec ces arts éclaire la question phagocytose ou pas, violence ou respect, ou dialogue, ou traduction. Picasso raconte à Malraux, qu'il a rapporté, sa visite au Trocadéro. Et Malraux reproduit le style de la lettre que lui envoie Picasso, qui est dans un style haché, où les phrases ne sont pas terminées, et totalement elliptique. Dans cette communication à Malraux, Picasso commence par parler de l'art japonais, qu'ils avaient tous en commun, dit-il, mais en précisant que pour nous, et quand il dit nous, il évoque rapidement Matisse et Derain, c'est les nègres, dit Picasso. Quand Matisse m'a montré sa première tête nègre, dit Picasso, il m'a parlé d'art égyptien. Et il ajoute, dans cette communication à Malraux, quand je suis allé au Trocadéro, c'était dégoûtant. Il compare le Trocadéro, sa visite au Trocadéro, avec le marché aux puces. L'espèce de Capharnaüm qui était le Trocadéro, on peut imaginer que c'est ce que Picasso avait à l'esprit lorsqu'il comparait avec le marché aux puces, lorsqu'il évoque dans sa communication à Malraux l'odeur qui était celle du musée, et il explique qu'il avait envie de partir, mais qu'il se sentait curieusement incapable de s'en aller. Parce que, dit-il, il sentait bien que c'était important et qu'il lui arrivait quelque chose. Il ajoute que ces sculptures et ces masques étaient des choses magiques, c'est son expression, et qu'il les voyait comme des intercesseurs contre tout ce qui est menace, en disant d'ailleurs que c'est alors qu'il a appris le mot intercesseur en français. Ça veut dire que pour lui, ces sculptures et ces masques avaient pour fonction de protéger contre toute menace possible. Et Picasso pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il sculpte comme ça et pas autrement? Il n'était pas cubiste tout de même, puisque le cubisme n'existait pas. Voilà donc qu'il est tout seul dans un musée affreux. Mais il dit quand même qu'il a senti que ce qui lui arrivait,
c'était ce qui allait arriver à sa peinture des Demoiselles d'Avignon, puisqu'il conclut sa lettre à Malraux en disant que les Demoiselles d'Avignon sont arrivées ce jour-là, pas du tout à cause des formes, mais parce que, dit-il, c'était sa première toile d'exorcisme. Alors, si je vous ai cité longuement cet échange, ce rapport que Picasso fait de sa visite au Trocadéro à Malraux, c'est justement parce qu'il ne s'agit pas d'une expérience de possession, au sens où Picasso posséderait les arts qu'il traduit dans son propre langage plastique, mais de possession au sens où il se sent possédé, lui, par ces objets, au point qu'il considère que traduire ce qui lui était arrivé, l'émotion qui avait été la sienne en peinture, c'était un exorcisme. Il ne s'agit donc pas de phagocytose, mais d'expérience de l'étrangeté, d'expérience de l'altérité radicale. Et s'il traduit son émotion dans Les Demoiselles, il garde la pleine conscience de l'indétermination de la traduction pour replier le propos de Quine sur son propos. Les sculptures et les masques trouvent à lui parler, mais en même temps, dans la relation qu'ils établissent ainsi avec lui, ils gardent toute leur opacité. Relation donc, mais opacité. Et ce couple de concepts, tel qu'il est construit par Édouard Glissant, permet de penser ce que veut dire faire dialoguer les cultures, c'est-à-dire les objets qui incarnent ces cultures. Traduire, écrit ainsi le penseur martiniquais, ne revient pas à réduire à une transparence, ni bien entendu à conjoindre deux systèmes de transparence. Dès lors, cette autre proposition que l'usage de la traduction nous suggère, d'opposer à la transparence des modèles l'opacité ouverte des existences non réductibles. Alors, dire que ce qui se dit de la traduction, c'était le propos initial de Carrier, ce qui se dit de la traduction peut s'appliquer à l'art, ne veut pas dire qu'il s'agit de créer une transparence généralisée où le musée accueillerait l'étrange, le magique, comme dit Picasso, le différent, mais à la condition qu'il perde sa différence et qu'il s'assimile. Et c'est là le sens de cet apparent oxymore qu'emploie Édouard Glissant, opacité ouverte. L'opacité n'est pas en opposition à la relation, mais en est pour ainsi dire la condition même. De même que la traduction comme modèle de l'universel latéral, de ce que j'ai appelé l'universel latéral, suivant à cela Merleau-Ponty. De même donc que cette traduction comme universel latéral s'effectue sans supprimer l'intraduisible, mais en tenant compte, et que toujours demeure l'indétermination de la traduction. Autrement dit, il n'y a pas phagocytose. Je considère que la traduction effectuée par les avant-gardes n'est pas une violence, mais qu'elle est traduction mise en relation, pour prendre le vocabulaire de la traduction tel qu'utilisé par Antoine Berman, sans violence, dans le respect, précisément parce qu'il y a indétermination de la traduction ou bien parce qu'il y a de l'intraduisible. La traduction se fait toujours sur fond d'intraduisible. Si on y réfléchit, et je reviens au propos de Merleau-Ponty, qui dit que si on regarde la langue, la manière dont la langue que je parle, m'inscrit dans la chair du monde, il faudrait dire que les langues sont intraduisibles. Mais au bout du compte, la traduction s'effectue toujours. Parce que, dit-il, la compréhension de l'universel latéral comme traduction, c'est comme sortir de sa langue maternelle pour apprendre une autre langue. Et sortir de sa langue maternelle pour apprendre une autre langue, c'est une expérience de décentrement. Je le disais la dernière fois, vous ne connaissez
une langue que si vous en parlez une autre. C'est-à-dire qu'à partir d'un point de vue extérieur à la langue que vous parlez, vous vous rendez compte du caractère particulier de la vôtre. L'indétermination est toujours là. On ne réduira jamais l'opacité et il n'est même pas souhaitable de réduire l'opacité. La relation fait fond sur cette opacité. L'exemple que je donne toujours, parce que c'est l'exemple qui m'a permis de comprendre mieux la relation entre relation et opacité chez Édouard Glissant, c'est une relation de couple. Dans une relation de couple, elle est construite aussi sur l'opacité de l'autre. Si vous essayez d'instaurer une transparence généralisée et que vous voulez à tout prix savoir ce que pense l'autre à tout moment et ce que signifie le moindre plissement de ses yeux, etc., c'est un recipe for disaster. Vous allez tout droit au divorce. Parce qu'en effet, là, vous parlez de phagocytose. La relation se construit aussi sur l'indétermination et la capacité que l'autre a de toujours m'être quelque peu étranger et donc de me faire subir l'épreuve de l'étranger. Et j'ai encore cité un titre de la philosophie de la traduction de Antoine Berman en disant cela. Ici aussi, il faut dire que c'est la même chose. Les arts lointains s'étaient vus opposer un refus d'admission, ici au Louvre, sous le prétexte qu'ils sont inassimilables, ne parlent pas la langue et n'ont rien à dire au public du Louvre. Or, justement, il ne s'agit pas d'assimiler, mais d'intégrer. Et je fais exprès d'utiliser le vocabulaire que l'on utilise lorsqu'on parle d'immigration. Il ne s'agit pas d'assimiler, mais d'intégrer, de constituer donc ce tout-monde que Glissant définit comme, je le cite, la somme finie de toutes les différences du monde. Il s'agit donc de réunir et de faire dialoguer dans le même espace muséal les arts des 5 continents, de leur faire connaître cette épreuve de l'étranger dans les apparentements qui se créent ou que l'on crée. Une telle réunion et un tel dialogue est ce que donne à voir la magnifique exposition qu'offre le Louvre-Lens sous l'intitulé « La Galerie du Temps ». Et j'ai eu la chance ce samedi, sous la pluie, d'aller me réfugier au Louvre-Lens et de voir cette magnifique exposition, en effet, qu'est la Galerie du Temps. La Galerie du Temps est une manière pour les objets venus de cultures et de langues différentes d'être ensemble. J'ai vu en particulier ici, cela m'a beaucoup frappé, L'Ange Vengeur, qui est une des quelques œuvres contemporaines qui sont incluses dans la Galerie du Temps, une œuvre contemporaine de l'artiste syrienne et libanaise Simone Fattal. Elle est syrienne, née syrienne, et libanaise d'adoption, j'imagine. Elle est en ce moment invitée au Louvre et ses œuvres sont au Louvre. Alors, on voit ici cette œuvre de Simone Fattal dont je parle, qui est L'Ange Vengeur, qu'on voit bien ici en évidence. Ce n'est pas celui que j'ai vu au musée du Louvre-Lens, mais celui-ci est ici au musée du Louvre Paris. Eh bien, lorsqu'on le voit, cet ange vengeur dans le musée, dans la galerie du temps, on le voit dans un espace où la plupart des œuvres sont maintenant sous verre, comme dans le pavillon des sessions d'ailleurs. Et on y marche, dans cette galerie du temps, on y marche entre les œuvres en suivant le cours du fleuve du temps, que l'on peut aussi remonter. C'est l'exercice auquel je me suis adonné en marchant dans un sens, puis en revenant dans l'autre sens, en me mettant dans des côtés différents pour voir des œuvres différentes. C'est ainsi que dans cette promenade, le long du temps, le long du fleuve temps, ou dans le fleuve du temps, on rencontrera aussi bien des statues romaines ou grecques
qu'une statuette anthropomorphe venue du Tchad et qu'on verra pas loin de Vishnu. Alors ici, je n'ai que cette image d'ensemble de la Galerie du Temps et pas le détail des œuvres dont je parle, mais ces œuvres partagent au fond d'être des œuvres venues d'horizons différents et se trouvant ensemble et dialoguant ensemble. C'est le cas pour cette statuette anthropomorphe venue du Tchad et qui se trouve, que j'ai vu pas loin d'un Vishnu, d'un dieu Vishnu, ou pas loin d'une autre œuvre africaine, et pas loin aussi d'une œuvre qui a été retrouvée en Espagne, une bouche de fontaine en forme de lion, qui vient d'Espagne et d'Andalousie, et avec qui d'ailleurs on peut lui voir une certaine ressemblance. J'ai lu ensemble d'une certaine façon la statuette anthropomorphe venue du Tchad et la bouche de fontaine en forme de lion venue d'Espagne, de l'Andalousie. Je m'arrêterai à nouveau sur l'ange vengeur. Alors cet ange vengeur m'a fasciné. La sculptrice, donc Simone Fattal, explique que cet ange doit amener la paix, qu'il a été créé après l'explosion du port de Beyrouth en 2020. On se rend compte qu'après l'explosion du port de Beyrouth, malheureusement, il y a d'autres raisons de demander à l'ange vengeur d'apporter la paix dans ce pays martyr. Eh bien, le matériau qu'elle emploie et l'inspiration inscrivent cette œuvre dans des espaces et des temps anciens. L'artiste crée dans le dialogue avec des objets sumériens et babyloniens. Elle indique qu'elle a, avec ces objets, un rapport de réminiscence, en quelque sorte. Ainsi, dans sa conversation avec Hans Ulrich Obrist, recueilli dans l'ouvrage Les Conversations du Louvre, publié par Obrist en 2023, Simone Fattal raconte qu'un de ses amis lui a envoyé une fois une image de la statue monumentale d'Aïn Ghazal. Cette statue monumentale, qui est une sculpture de forme humaine datant du 7e millénaire avant Jésus-Christ, en lui disant qu'elle lui rappelait ses sculptures à elle. Évidemment, l'apparentement avec l'ange vengeur peut se voir ici sur l'image. Et c'est comme si cette statue ancienne, datant du 7e millénaire, était en quelque sorte contemporaine de son propre travail aujourd'hui. Et d'ailleurs, on lit également dans cette conversation du Louvre de Simone Fattal avec Olbrich que la poétesse Ryoko Sekiguchi a parlé de sa propre expérience d'une promenade au Louvre parmi, dit-elle, des figurines et des maisons de petite taille d'époque pré-mésopotamienne, et qu'elle a été ébahie de voir à quel point ces figurines et ces maisons ressemblaient à l'œuvre de Simone Fattal aujourd'hui. Elle déclare qu'il lui sembla alors qu'elle perdait la notion du temps. Et elle s'amuse à évoquer 3 hypothèses possibles pour expliquer l'apparentement qu'on peut établir entre l'œuvre de Simone Fattal et les figurines et les maisons de petite taille d'époque pré-mésopotamienne. Soit Simone Fattal avait déposé en cachette des œuvres à elle au Louvre. En général, on dérobe des œuvres, on n'en apporte pas. Mais enfin, c'est une hypothèse possible. Soit Simone Fattal elle-même venait de ces temps lointains, 7e millénaire, pour révéler aux nôtres les techniques archaïques. Back to the future. 3e hypothèse, elle avait réussi à mettre la main sur un fantôme, un djinn, appartenant à cette époque, et ce djinn travaillerait pour elle. Au fond, tant qu'à échafauder en jouant des hypothèses reposant sur l'idée d'une réversibilité du temps,
Pourquoi ne pas penser à un plagiat du travail de Simone Fattal par ces anciens Mésopotamiens et autres Sumériens? Après tout, mon vieux camarade de l'école normale, Pierre Bayard, a écrit Le plagiat par anticipation, où il a expliqué sérieusement pourquoi vous pouvez considérer que Sophocle avait plagié Freud et Voltaire avait plagié Conan Doyle. Mais la raison pour laquelle j'ai évoqué assez longuement ce propos dans les conversations de Simone Fattal, c'est ce qu'elle dit maintenant. On emploie trop vite la notion d'universel. Je lui préfère celle de transtemporalité, dit-elle. Des formes transportent des idées à travers les âges. D'abord des témoins du passage du temps, ces formes s'apprêtent à témoigner pour lui. Je conçois le temps dans une forme de mouvement continu. Cette notion de l'universel comme transtemporalité est ce qui m'a ici intéressé. Encore que je ne suis pas d'accord avec des formules qui disent plutôt que l'universel, je préfère X. Ici, je préfère la temporalité, ou je préfère le pluriversel, ou je préfère la diversalité. Il faut reconnaître que l'universel, c'est compliqué, que l'universalisme, c'est fini. Mais dire qu'on substitue à l'universel des concepts, comme pluriversel ou diversalité, je le comprends. Il s'agit toujours d'insister sur le pluriel du monde, sur le divers du monde, en effet. Mais le problème, c'est que cela signifie aussi indiquer que l'on renonce au mot d'universel. La substitution est un renoncement et je ne crois pas qu'il faille renoncer au mot d'universel. Qu'il soit compliqué, qu'il soit un problème, qu'il ne puisse plus être l'universel de l'universalisme européen, eurocentré, impérial. Certes, mais qu'il ne nous faille pas chercher quelque chose à quoi nous garderons toujours le nom d'universel, cela n'est pas ma position. L'universel de dialogue et de traduction dans l'espace et dans le temps, c'est au fond, je crois, ce qui est ici appelé transtemporalité. Cela pourrait caractériser l'universel latéral que donne à voir la Galerie du Temps au Louvre, Lens, qui se veut témoignage à travers temps et espace de la diversité et de la richesse des créations humaines. Cette navigation sur le fleuve du temps est finalement moins l'expérience d'un temps sériel et morcelable en époque que le pressentiment de la durée humaine, de l'humanité comme une seule coulée, comme un mouvement de création continue. Évidemment, vous aurez reconnu qu'en faisant la distinction entre un temps sériel, catalogable, et cette durée qui caractériserait une humanité pensée comme une coulée unique, je fais ici allusion à la distinction qu'établit Bergson entre le temps sériel de notre raison analytique et la durée de notre approche intuitive du réel comme mouvant. Mais ultimement, il s'agit bien de cela, de faire l'expérience de ce premier de tous les universels, qui est l'humanité une dans son irréductible pluralité. Cette unité qui n'est pas uniformité, mais qui fait que si le tout monde est bien la somme finie de toutes les différences, chaque différence est en résonance avec les autres, qui résonnent en elle. Ces résonances sont ce qu'exprime ce propos que répète souvent Édouard Glissant: « J'écris en présence de toutes les langues du monde ». Autrement dit, dans le singulier de la langue de mon écriture, il m'est donné d'avoir conscience que cette langue est une parmi toutes les autres qui, avec elle, font monde, font le tout-monde. Le musée à vocation universelle, c'est celui-là. C'est le musée de cette mondialité, d'être en présence de toutes les différences du monde. Il s'agit évidemment de distinguer ici mondialité et mondialisation.
il y a une opposition radicale à établir entre le processus historique, économique et financier qu'est la mondialisation ou la globalisation et la mondialité qui est, pour Édouard Glissant, un autre nom du tout monde. Distinguer mondialité et mondialisation, c'est cela. Le poète, romancier et philosophe voit ainsi une opposition radicale entre les deux. La mondialité est mise en présence et en relation des cultures dans le respect du divers, nous apprend-il. Et commentant Glissant, Christiane Taubira donne de la mondialité la plus parfaite définition, selon moi, lorsqu'elle déclare « La mondialité contient à la fois la conscience du monde et la volonté de le relier, non par la seule économie marchande, mais par une envie d'un devenir solidaire. » L'envie d'un devenir solidaire. Pour avoir ressenti en marchant parmi les œuvres apportées dans le musée comme des alluvions, ce que Jean-Marie Leclésio a appelé une trame que les humains ont tissée et qui enserre le monde depuis ses commencements, voilà le sentiment que le musée à vocation universelle inspire, ou en tout cas doit inspirer. Un sentiment qui est puissance d'agir contre la fragmentation en tribus. Et pour que nous sachions, selon les mots du poète, mesurer l'orgueil d'être différent au bonheur d'être ensemble. D'être ensemble avec vous pour ces conférences du Louvre a été un bonheur pour lequel je remercie la présidente Laurence Descartes. Et vous voyez ici sur le tableau maintenant toutes les personnalités nombreuses qui ont permis à cette chaire de 2024, que je me permets d'appeler la mienne, d'avoir lieu. Et je voudrais remercier toutes les personnalités qui sont ici indiquées, en commençant par le mécène de cette chaire. Je voudrais également tout particulièrement remercier ceux et celles qui m'ont reçu, qui ont eu de longues conversations avec moi, qui m'ont permis de penser ces 5 conférences. Soraya Noujaim des Arts d'Islam, Maximilien Durand, Jean-Baptiste Clay, Charlotte Maury et l'équipe technique de l'auditorium aussi. Je voudrais dire un merci tout particulier à Yukiko et à Donatien et à Barthélemy qui m'ont apporté une aide absolument inestimable. Ce fut un honneur et un privilège pour moi d'avoir votre attention et de vous voir pendant ces 5 conférences du Louvre et je vous remercie infiniment de les avoir suivies.